Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Alors vous le voyez exceptionnellement, c'est une émission en public aujourd'hui parce qu'on a la visite de la classe journal du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Et pour que les élèves puissent voir au plus près comment se passe une émission de télévision, on les a intégrés dans le décor. Et puis on a Maxime aussi qui sera leur porte-parole. Coucou Maxime. Bonjour madame. Et merci et bravo d'avoir osé te porter volontaire. Je sais que c'est pas évident, en particulier à cet âge-là. Et en tous les cas, bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau. Dans cette émission, on va notamment faire le point sur l'emploi transfrontalier avec le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, Arsène Schmitt. Bonjour. Bonjour. Et merci aussi de participer à cette émission. En plus de dévoiler la météo, Marie-Morgane donnera la parole aux internautes. Coucou. Salut. Et puis pour le moment, on va retrouver Thibaut Desmerlet qui est en duplex. L'hiver approche et la facture de chauffage risque d'augmenter, mais elle sera moins salée à Arrennes. La mairie de la commune a décidé d'isoler les combles de plusieurs bâtiments communaux. Bonjour Thibaut, dis-nous en quoi consiste cet énorme chantier. Salut Julia, eh bien, je suis actuellement en tenue pour me préparer à toute la poussière qui est en train de se dégager derrière moi. Oui, c'est un chantier absolument monumental où 9 bâtiments communaux vont être préparés et isolés pour l'hiver. La commune a bénéficié de la fameuse offre 1 € pour l'isolation par bâtiment. C'est un dispositif proposé par les fournisseurs d'énergie qui ont signé une charte avec le ministère de l'écologie et de la transition solidaire. Alors ici, c'est dans le cadre du coup de pouce isolation et il faut savoir que pour obtenir cette offre, il faut être éligible, c'est soumis à certaines conditions. Alors c'est un échange de bons procédés, hein. Le fournisseur d'énergie réduit ses taxes et le particulier dispose d'une isolation à coût moindre. Vous le verrez plus tard dans le reportage, nous avons suivi un peu plus en détail l'isolation de la fameuse église d'Arrennes et nous aurons le plaisir d'avoir le maire d'Arrennes en interview. Eh bien, merci beaucoup Thibaut, merci aussi à Uranie au cadrage. On revient donc vers vous dans quelques instants. On regarde d'abord un aperçu de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. La magie de Noël de retour à Beach. Après un an d'absence en raison des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, les festivités auront bien lieu cette année. Les 7, 8, 14 et 15 décembre, vous pourrez découvrir un Noël à la Citadelle. Un voyage féerique dans le village de Noël, un marché des artisans et une mini-ferme prendront place dans la cité fortifiée. Un laboratoire de simulation pour les filles de Sarreguemines, un nouvel outil pédagogique. Il permet aux étudiants de s'exercer à la pratique des actes techniques infirmiers. Des groupes bilingues, français et allemands, ont pu l'utiliser pour la première fois cette semaine, un exercice qui portait aussi sur l'esprit d'équipe et la communication. Une web radio à Sarreguemines. 3 jeunes bénévoles s'en occupent chaque jour. Sur Urban Hits Mess, ils proposent de la musique et prennent le micro pour faire de l'animation à l'antenne. Une passion qu'ils aimeraient bien transformer en métier grâce à l'obtention d'un local. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Et côté ciel, Marie-Morgane vous détaille les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, les éclaircies et les nuages se partageront le ciel. Les nombreux passages nuageux donneront quelques averses le matin, mais elles devraient se faire plus rares dans l'après-midi. Côté température, elles seront comprises entre 5 et 7 degrés le matin et entre 8 et 11 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 6 novembre et nous souhaiterons une bonne fête aux Bertilles. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 17h03. L'image du jour est un joli corbeau pris à Sarreguemines. Merci à Captain Forest que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram pour cette jolie photo. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos clichés par mail ou sur notre page Facebook. Quand même là où je reste là. On retourne. Plus de sport vous donne rendez-vous samedi à 18h pour un direct exceptionnel. Les Red Dragons de Saint-Avold affronteront en handi-basket l'équipe d'hier. Une rencontre spectaculaire à suivre sur Mosaïque Cristal.
On retourne à Arren. Après la mairie, c'est l'église qui va profiter d'une bonne couche de protection contre la déperdition de chaleur. Thibaut Desmerlet et Uranie Tozic sont sous les toits. Pour se préparer aux températures fraîches à venir, l'église d'Arren va se vêtir d'un épais manteau blanc. Sous le toit de l'édifice religieux, les applicateurs se préparent à couvrir le sol d'un isolant efficace qui respire pour limiter jusqu'à 30% les déperditions de chaleur. Un produit efficace pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont enduits, qui ne sont pas du tout nocifs pour la santé, contrairement à un rouleau de laine de verre où vous respirez des millions de particules de silice qui se baladent dans l'atmosphère. Là, ça ressemble à du coton. Vous le prenez en main, c'est doux au toucher, alors c'est parfaitement ininflammable. C'est des produits qui sont imputrescibles, perméables à la vapeur d'eau, donc pas de problème éventuellement de condensation. Une surface plane de plus de 420 m² qui sera couverte en moins de 4 heures. Une rapidité obtenue grâce au type de procédé utilisé. Alors là, c'est aussi un des très grands avantages du procédé de soufflage, c'est que c'est rapide. Enfin, tout dépend évidemment de la machine, de la cardeuse, qui va broyer le produit et le propulser à travers le tuyau jusqu'à l'endroit où on l'isole. Mais on travaille avec des cardeuses très puissantes, à tel point qu'on isole 100 m² en un peu moins d'une heure. Avant que les applicateurs déversent le tapis cotonneux, l'entreprise a dû entreprendre une visite préalable pour établir un diagnostic de l'endroit à isoler. Avant de faire des travaux, on visite le chantier, on fait un diagnostic pour repérer justement les différents points singuliers entre guillemets qu'il faut prévoir pour que les applicateurs arrivent en connaissance de cause. Le lieu ne doit comporter aucune communication avec l'extérieur, il ne doit pas y avoir de différence de niveau. L'isolant préexistant est contrôlé et les appareils électriques au sol seront jalonnés pour les repérer sous l'isolant. Cette opération permettra une économie de 15 à 20% sur la facture de chauffage. Et on est maintenant en connexion avec le maire d'Arren pour en savoir plus sur les choix qui ont poussé la commune à entreprendre un tel chantier. Bonjour Laurent Schroub. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être en duplex en direct sur Mosaïque Cristal. Alors au final, au total, ça vous coûte combien ce chantier? Alors ce chantier va nous coûter au total 9 €, soit 1 € par bâtiment. Parce que 9 bâtiments. Et alors grâce à quoi ce système il est génial pour une commune? Ah ben écoutez, franchement c'est le top. Premièrement, donc on va économiser de l'énergie, donc c'est très bien pour notre planète. Dans un deuxième temps, on va économiser de l'argent, donc les finances, vous savez que c'est le nerf de la guerre, donc c'est très important pour nous également. Et en plus, on a la compétence et on a la main pour le faire en toute autonomie, donc c'est parfait comme ça. Et malgré tout, vous êtes pour le moment la seule commune du Pays de Bitche à vous lancer dans un tel chantier. Comment vous l'expliquez ça? Alors bon, il en faut déjà une, donc, ça va être nous. Alors pourquoi? Parce que peut-être on a des relations privilégiées avec le président de Cause Habitat, qui est entre autres un propriétaire foncier de la commune. Donc on le connaît de longue date et on sait également qu'il a fait des prestations très sérieuses sur le territoire de la Casque. Et comment avez-vous choisi les bâtiments à faire isoler? Est-ce qu'il s'agit de tous les bâtiments qui relèvent de la mairie? Alors, c'est presque tous les bâtiments relevant de la mairie, sauf le nouveau bâtiment scolaire qui est tout neuf, le périscolaire qui est tout neuf et bien isolé. Et puis, il y a un bâtiment qui, malheureusement, ne peut pas être traité. C'est le FSE, qu'on aurait bien aimé isoler également, mais malheureusement, il faudra le faire par le biais d'autres isolants et d'autres méthodes. Et justement, sans ce système d'isolation à 1 €, est-ce que vous auriez quand même fait isoler au moins certains de ces bâtiments? Je vous l'avoue franchement qu'on ne l'aurait pas fait dans les temps futurs, parce que c'est toujours un budget et on essaye d'économiser comme on peut. Alors c'est peut-être pas la bonne façon d'économiser, parce que en économisant aujourd'hui sur l'isolation, demain on va gagner sur le chauffage. Mais après, il y a d'autres dépenses importantes comme la sécurité, les écoles, etc. Donc on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc là, ça nous a permis de faire ce beau chantier pour 9 €. Ça nous va très bien. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné en direct. Merci à vous. Bonne journée.
Merci à vous aussi. On va maintenant à l'IFSI de Sarreguemines où s'est déroulée hier une journée d'échange franco-allemande entre futurs infirmiers des deux pays. Alors c'est un classique pour l'IFSI, mais ce qui est nouveau, c'est que cette fois le contenu pédagogique était différent des précédentes rencontres. Les étudiants en soins infirmiers ont travaillé avec un nouvel outil, un laboratoire de simulation en santé. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. C'est une chambre d'hôpital, similaire à toutes les autres, avec un mannequin qui lui aussi réagit comme un patient classique en fonction des soins administrés par les étudiants infirmiers. Ces derniers sont filmés et leurs actions scrutées par leurs formateurs et les autres étudiants. Les apprenants en situation ne voient pas leurs camarades ni leurs professeurs grâce à l'utilisation d'une vitre sans teint. Ils sont ainsi totalement immergés dans la situation avec le patient. Le stress, on l'a continuellement pendant la situation. Par contre, on ne ressent plus le stress vis-à-vis des collègues qui se trouvent à l'extérieur et qui nous regardent par vidéo. L'intérêt, c'est effectivement de mettre les étudiants en situation de soins où ils vont être seuls à devoir gérer des problématiques en mobilisant des connaissances, des compétences, des ressources à bon escient. Pour corser encore le tout, cet étudiant français travaillait avec 2 autres apprenants allemands. Ça rajoute une difficulté supplémentaire dans la coordination. Après, il y a le médecin qui s'est un peu rajouté dans la situation, donc ça rajoute encore du stress. Mais c'est bénéfique pour nos situations de stage et notre pratique future. Loïc souhaite en effet travailler en Allemagne. Avec ses homologues allemands, ils étaient confrontés à une situation précise. Un scénario autour de l'insuffisance cardiaque, autour de l'œdème aigu du poumon, mais avec d'autres collègues, nous avons déjà monté des situations en lien avec le surdosage en morphine, l'infarctus du myocarde. On a monté aussi des scénarios autour de problématiques d'erreurs médicamenteuses. Les possibilités sont infinies. Malgré quelques difficultés, ils ont réussi à sauver le patient fictif. L'avantage du laboratoire, c'est qu'on est dans un environnement sécure. C'est-à-dire que même si l'étudiant, l'apprenant se trompe, c'est pas grave. Par contre, ce qui va être très important, c'est de débriefer avec lui, de comprendre comment il en est arrivé à prendre cette décision-là à ce moment-là et de voir avec lui qu'est-ce qui l'a amené à. Cette journée d'échange franco-allemande entre étudiants bilingues dans le laboratoire de simulation en santé de l'IFSI de Sarreguemines a de fortes chances d'être renouvelée. Le coût de ce nouvel appareil est d'environ 50 000 € financé par l'Union européenne et la région Grand Est. L'hôpital Robert Pax a quant à lui assumé les frais de rénovation des locaux. En lieu et place du laboratoire se trouvait en effet une ancienne cave. Après le gendarme de Saint-Tropez, voici les gendarmes sur le terrain de foot. Le club de Neunkirch a accueilli le CSLG Foot Sarreguemines, une équipe composée de gendarmes. C'était pour un match amical qui a permis aux 2 équipes de s'entraîner. Reportage d'Uranie Tozik. D'habitude, ils jouent plutôt en salle dans leur caserne, mais cette fois, les gendarmes sont de sortie pour un match amical contre l'AS Neunkirch. Nous, ça nous permet d'évaluer notre niveau, puisqu'on n'a pas de terrain comme celui-ci. Eux, ils jouent en championnat amateur. Et pour nous, l'objectif, c'est de mesurer un petit peu notre niveau au foot. Pour les clubs, par contre, qui nous reçoivent, eux, ça leur permet, voilà, comme on est en pleine période de championnat, de faire des essais avec certains joueurs, d'essayer certains systèmes de jeu, etc. Ce match n'est pas le premier. Généralement, ils profitent de la période de trêve pour contacter les clubs alentours ou attendent l'intersaison pour disputer des matchs. L'équipe est formée de gendarmes plus anciens, comme d'autres mutés récemment à Sarreguemines. Et les différences de niveau rendent parfois le jeu plus difficile. Vous avez sur le terrain, l'AS Neunkirch fait jouer des joueurs de 3e division et de 1re division. Donc on a un mélange de ces 2 niveaux-là. Voilà. Et ça nous permet, nous, de nous jauger, de savoir un petit peu où on en est. Là, donc on perd 3-2 à la mi-temps. Mais sur le terrain, ils ne cherchent pas à atteindre un niveau en particulier. Le plaisir avant tout. Et pour l'anecdote, c'est l'AS Neunkirch qui a gagné ce match avec un score de 5-3. Ils sont 3, ils sont jeunes, ils sont passionnés par le monde de la radio. Il y a quelques années, Mohamed Garni décide de créer sa propre web radio avec les moyens du bord. Il remet en état du matériel d'occasion et installe un petit studio dans son appartement à Sarreguemines. Il est rejoint par Arnaud, animateur, et Céline, journaliste. Marie-Morgane Lorenz s'est glissée dans les coulisses de la radio. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Radio Préférée, Radio Urbanique Metz, la radio en avance sur toutes les nouveautés. C'est Nono avec vous et il est 14h51.
Chaque jour, pendant son temps libre, Arnaud rejoint Mohamed à son appartement. Dans un coin, un petit studio radio est installé. Mohamed a créé Urban Hit Metz en 2012, alors qu'il est résident à la maison de l'adolescent. Au départ, il est seul. Entre-temps, il déménage à Metz, puis revient à Sarreguemines quelques années plus tard, où il relance son projet. Je suis parti dans une mesure en fait, où je me suis dit qu'il y a des radios qui ont fait des demandes pour émettre à Sarreguemines, qu'ils n'ont pas pu, donc je pense notamment aux radios comme Skyrock Énergie. Et je me suis dit pourquoi pas faire une radio pour les jeunes en sachant qu'il n'y en a pas à Sarreguemines. Il est alors rejoint par Arnaud, l'animateur de la radio. Depuis petit, je suis passionné par tout ce qui est radio. Tous les animateurs, je regardais des vidéos sur YouTube comme tout le monde. Et je regardais Cyril Hanouna, Koé, tout ça qui est animateur radio encore sur Énergie. Après, je dis stop, je préfère aller voir ailleurs. Et c'est là qu'à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans? Je me suis lancé dans la radio et aujourd'hui, je suis bien content d'être dans cette radio. Arnaud s'occupe des playlists pendant que Mohamed gère les réseaux sociaux. C'est devenu bien plus qu'un passe-temps pour les deux jeunes hommes et ils aimeraient bien voir leur projet évoluer. Et on espère à terme avoir un local avec les publicités. S'il y a des entreprises qui nous contactent, forcément les publicités elles sont payantes. Et avec cet argent-là, on espère avoir un local et mettre de côté pour pouvoir faire une antenne. En attendant, il continue d'animer chaque jour cette web radio qui émet 24 heures sur 24 et que vous pouvez suivre sur Internet. Depuis hier, 4 artistes ont investi le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Christiane Keupler, Solange Gack, Guy Unterheiner et Hans Degel vous présentent leurs œuvres et à travers elles, leur vision du monde. Une cinquantaine de tableaux sont exposés, des paysages, des fleurs, mais aussi des portraits s'offrent au regard du visiteur. L'exposition se tient jusqu'au 10 novembre, tous les jours de 14h à 18h. Ils sont avec nous et vous l'avez vu, ils sont très sages depuis le début de l'émission. Ce sont les élèves de la classe journal du collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Alors il y a ceux que vous voyez ici sur le plateau. Il y a aussi une partie du groupe qui est dans le car régie avec les techniciens pour voir comment se passe l'émission aussi du côté de la technique. Ça nous permet aussi de faire un coucou à la technique. Alors leur porte-parole aujourd'hui c'est Maxime. Maxime, je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la classe journal. En fait la classe journal c'est une classe 4e 2 du collège Jean Jaurès, bien sûr, et certains élèves font en groupe. Et alors c'est quoi? C'est faire des articles? Vous faites des reportages? Qu'est-ce que vous faites? On fait des articles, on répond à des questions avec deux professeurs, Madame Becker-Marchal et Monsieur Bahut. Et du coup, du travail de groupe pour créer un journal qui est sur le web, c'est ça? Voilà. D'accord. Qui est sur Internet. On peut le voir de l'extérieur ou c'est fait seulement pour les élèves du collège? On peut le voir sur l'extérieur. D'accord. Il faut se connecter sur le site du collège. Et puis on clique pour aller lire votre journal. Ouais, ou alors on clique sur le site. D'accord. Et alors toi, pendant ta visite de Mosaïque Cristal, parce que vous êtes là depuis ce matin, alors que ce soit pendant la visite ou là depuis le début de cette émission, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Déjà, en fait, dans le car régie, il y a un moniteur qui pilote un drone, qui nous a présenté son drone et qui m'a très surpris quand il s'est déplié. Et ça m'a presque fait sursauter. Et sinon, il y a aussi le car régie, parce que je croyais que c'était juste une petite camionnette et avec un ordinateur dedans. Mais en fait, non, c'est juste une grande camionnette avec plein d'écrans qui prend toute la caméra et avec plein de boutons dedans. Eh bien oui, c'est ça, il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'appareils, et toi, visiblement, c'est ce qui t'intéresse le plus. Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire comme métier? Oui. Ça serait quoi? Pompier. Ouais. Pompier, professionnel, ou alors... Là aussi, il y a beaucoup d'outils à utiliser et à maîtriser. Hein? Ouais. Ok, et bien écoute, bonne continuation. Merci. Et bravo d'avoir eu ce courage de prendre la parole. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Dans un instant, c'est aux internautes qu'on va donner la parole. Et puis, bien sûr, aussi à notre invité, Arsène Schmitz, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Et on ira ensuite visiter le musée de la faïence. À tout de suite.
Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au Pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Problème d'humidité ? Quelle ventilation ? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflé dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Marie-Morgane, avec toi, on va parler de cinéma et tu as décidé de replonger nos internautes dans leur enfance. C'est ça, alors je voulais savoir quel est le film qui a marqué leur enfance. Et il y a plus d'une 50aine de films qui ont été cités. Et l'un des préférés de nos internautes, c'est E.T. l'extraterrestre. C'est le film qui a été le plus mentionné. On retrouve aussi des films d'animation. Alors là, il y a Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Bambi et Frères des ours. Les films musicaux et de danse ont aussi marqué nos internautes, notamment Dirty Dancing, Fame, Grease et Saturday Night Fever. Johan nous a répondu, il y en a plusieurs, mais celui qui sort du lot, c'est La Soupe aux choux, vu et revu des dizaines de fois, je ne m'en lasse pas. Pour Jean-Marc, c'est Le Cercle des poètes disparu. Je l'ai vu 5 fois au cinéma, je l'ai en DVD, en Blu-ray, je le regarde encore 2 ou 3 fois par an. Et Muriel nous a écrit, moi c'était les westerns avec John Wayne, j'en étais raide dingue et je crois que ça a bercé tous mes dimanches après-midi. Merci Marie-Morgane, mais bien loin des westerns, on va parler de réalité sociale avec notre
invité. Arsène Schmitt, est-ce que 2019 est quelque part une année noire pour les frontaliers? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de suppressions de postes qui ont été annoncées là en 2019, notamment dans la sidérurgie en Sarre, du côté de Dillingen, etc. Il y a aussi Ford, il y a aussi ZF. Combien de postes vont être supprimés? Paraît-il, ZF, il y en a 2000 à 3000, d'après mes dernières informations. Il y a Ford 1600, Albert Goss, là, ils sont actuellement en liquidation judiciaire, Saint-Gobain, c'était 200. Bon, bien entendu que nous sommes révoltés par cette destruction d'emplois, donc la conséquence, bien entendu, c'est ce système capitaliste pourri par la spéculation qui est responsable, fondé sur la propriété privée des moyens de production. La question se pose, jusqu'à quand la classe ouvrière va-t-elle accepter cette compétition capitaliste? Parce qu'il faut bien savoir que cette destruction en met en concurrence les travailleurs. Donc pour engraisser toujours davantage les actionnaires, donc les grands groupes, ils détruisent l'emploi, baissent les salaires et délocalisent la production, comme la ZF est en Hongrie, en Chine. Et il faut savoir que ces délocalisations sont encouragées par l'Union européenne, c'est ça qui est scandaleux. Parmi les postes qui vont être supprimés spécifiquement en Sarre, combien sont susceptibles de concerner des frontaliers? Paraît-il, chez Ford, il y en a 400 à 500, d'après mes infos. Albert, donc là, il y a également 800 travailleurs frontaliers qui travaillent chez Albert Goss, qui sont en liquidation, en gigisation. Il y a également Saint-Gobain, une cinquantaine, 60 travailleurs frontaliers. Et il y a encore, qu'est-ce qui reste encore? Bon, Ford en a parlé, ZF, Saarstahl, Dillingen, là également, des centaines qui sont concernés. Quand une entreprise sarroise supprime des postes, est-ce que les premiers licenciés sont systématiquement les travailleurs frontaliers ou pas forcément? Ça, je ne peux pas le dire, non. On ne peut pas dire que c'est en priorité des travailleurs frontaliers, non. Il n'y a pas de... Ça, je n'ai jamais encore remarqué durant les 42 années que nous militons pour la cause frontalière. Alors là, il y a eu cette année un particulièrement grand nombre de postes supprimés ou dont l'annonce de suppression a été faite. Est-ce qu'il y a malgré tout encore des gens qui vivent en France et qui trouvent du travail en Allemagne? Bien entendu. Alors c'est quel type de métier? Ce sont des métiers, donc il y a les fameux jobs à 450 € aussi en Allemagne, c'est la précarité, quoi. Donc il y a toujours des ouvriers qualifiés qui sont recherchés aussi, c'est clair. Et ceux qui trouvent, c'est plutôt des emplois pérennes ou plutôt du CDD et de l'intérim? Pratiquement tout qui est fait en CDD. L'intérim, parce que tous les contrats, je ne sais plus les pourcentages exactement qui ne sont plus donnés en CDI, quoi. Alors du coup, vous, au niveau du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes de tous les combats. Il y a notamment l'aspect juridique, l'aspect fiscal. Quelles ont été les avancées en 2019 ? Pratiquement aucune, si quand même dans ce qui concerne la révision des règlements communautaires concernant la problématique du chômage, comme vous le savez, donc, il y a une révision du règlement 883-2004, c'est ce règlement qui coordonne tous les systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne, donc il est prévu comme quoi la problématique du chômage, le chômage serait pris en charge par le pays d'emploi, c'est-à-dire par l'Allemagne, alors qu'actuellement c'est le pays de résidence, les travailleurs frontaliers en chômage, ils bénéficient du versement des chômages par le pays de résidence. Qu'est-ce que ça changerait pour les frontaliers? Ça change beaucoup de choses parce que si c'est accepté, bon, on a bloqué la chose depuis 2018, donc si, admettons, c'est l'Allemagne qui devient compétent en la matière, ça aura des conséquences très négatives pour les travailleurs frontaliers, question de déplacement pour s'inscrire au chômage, donc il y a Kaiserslautern, il y a Saarlouis, Neunkirchen. En cas de litige, il faut saisir les tribunaux allemands. En cas de formation quasiment impossible du fait que les travailleurs frontaliers ne maîtrisent pas la langue allemande pour suivre une formation professionnelle. Et le plus grave, c'est pour les anciens. Mais quelque part, on pourrait dire c'est logique et c'est un peu la règle du jeu. S'ils vont travailler en Allemagne... Nous, on dit toujours, c'est logique, on paye les cotisations sociales en Allemagne, bien entendu. Mais nous, on dit que le centre d'intérêt des travailleurs frontaliers, c'est toujours le pays de résidence. Et les deux États n'ont qu'à se mettre d'accord, on finance, bien entendu, on paye les cotisations sociales en Allemagne, que l'Allemagne fasse une rétrocession financière à la France. Et le tour est joué. Il faut savoir que les anciens de 59 ans actuellement qui sont licenciés, avec l'indemnisation en France, ils bénéficient durant 3 années de chômage. Donc quand ils arrivent à 62 ans,
ils ont le maintien des droits jusqu'à l'obtention de la retraite allemande. Si maintenant l'Allemagne est compétente, à 59 ans, 2 ans de chômage, ils auront 61 ans, à peu plus rien. Jusqu'à la retraite qui est en jusqu'à la Allemagne. retraite allemande qui est à 65, 66, voire 67. Et alors, du coup, quels sont les combats que vous menez actuellement au niveau du comité? Il y a également toujours le dossier récurrent de l'invalidité, c'est-à-dire la non-reconnaissance des taux d'invalidité entre la France et l'Allemagne, ce qui est dramatique. On prend un cas concret, 35 années de travail en France et en Allemagne, 5 années en France. Il est reconnu invalide en France, donc il aura une retraite française en fonction des années travaillées en France, c'est-à-dire 150 à 200 €, et toute la partie allemande, elle est ignorée. Les Allemands disent, chez nous, il peut encore faire un travail léger éventuellement, donc ils ne reconnaissent pas l'invalidité française. Réussir à obtenir la même reconnaissance et que ça soit harmonisé. qu'on se bat là-dessus. Hein. Et alors ces combats, systématiquement, vous expliquez où vous en êtes lors de l'Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale des travailleurs frontaliers, donc c'est le dimanche 17 novembre oui, à 9h30 à l'Hôtel de Ville. C'est un peu la grand-messe du comité. C'est la grand-messe, bien entendu. C'est toujours la grande journée de mobilisation, de protestation des travailleurs frontaliers contre toutes les discriminations dont ils sont frappés, les retraités comme les actifs. Et également une grande journée de mobilisation contre le recul des civilisations que nous vivons aujourd'hui, les travailleuses, les travailleurs en Europe, c'est-à-dire la destruction sociale, qui sont dictées par l'Union européenne que nous n'acceptons pas. Et donc rendez-vous le dimanche 17 novembre à 9h30 à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et puis sinon, vous trouverez aussi plein de renseignements sur le site internet www.frontalier-moselle.com. Merci beaucoup Arsène Schmitt d'avoir été notre invité aujourd'hui. On termine maintenant avec une balade complète au cœur du musée de la Faïence à Sarreguemines. C'est un musée vivant où il se passe toujours quelque chose. Vous allez voir, c'est Uranie qui va vous guider. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. Et puis un grand merci aux collégiens qui ont été sages tout au long de cette émission. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dévoile un lieu incontournable de la cité faïencière, le musée de la faïence. C'était anciennement la maison de Paul de Geiger, le directeur à l'époque de l'usine et du site. Je vous propose d'en apprendre davantage sur ce lieu et sur lui, et moi je vous retrouve à l'intérieur. Avant d'être musée, cette bâtisse a été la demeure de Paul de Geiger, une maison qui donnait directement sur la cour de la manufacture. Le four, à quelques pas du musée, est le dernier vestige visible de l'usine. La demeure du directeur se trouve Großhafenstraße, aujourd'hui rue Poincaré. La demeure paraît tout à fait modeste quand on imagine les châteaux que pouvaient se faire construire les capitaines d'industrie à la même époque. Mais Paul de Geiger fera construire entre 1880 et 1885 ce qui est aujourd'hui le joyau du musée de la faïence, son jardin d'hiver. Installé depuis 1972 dans cette maison, le musée de la faïence se veut la mémoire technique et artistique de cette industrie qui a fait la renommée de la ville. Autour du jardin d'hiver, les différentes salles présentent, pour l'essentiel, des créations de la faïencerie de Sarreguemines qui couvrent une période allant de la seconde moitié du XIXe siècle au premier quart du XXe siècle. Les collections se déploient en thématiques qui représentent les grandes catégories des ventes de la manufacture. En premier lieu, les arts de la table, services célèbres qui ont fait la réputation de Sarreguemines ou pièces plus rares. Tout le savoir-faire de Sarreguemines trouve ici des applications. Au fil de la visite, on découvre aussi des objets de fantaisie, vases, plats, jardinières et autres bibelots en vogue au XIXe siècle.
La céramique architecturale, comme ces panneaux faits de carreaux de céramique, en vogue dans les boutiques et restaurants de la Belle Époque, et enfin la céramique d'art à travers laquelle on retrouve des signatures d'artistes tels qu'Eugène Grasset, Victor Kremer ou Colette Gueden. Chaque année, des expositions ponctuelles viennent enrichir l'offre. Ces expositions permettent de mettre en lumière un aspect du savoir-faire des faïenceries, le résultat d'importants travaux de recherche. Julie Kiffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des musées de Sarreguemines. Alors Paul de Geiger, c'est une figure emblématique de la cité faïencière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui? Oui, bien sûr. Alors vous le montrez déjà. Voilà, Paul de Geiger est ici. C'est le buste donc, du troisième grand directeur de la faïencerie. Nous avons Paul Hutschneider, puis Alexandre de Geiger et Paul de Geiger, fils d'Alexandre. Donc il va prendre la direction de la manufacture en 1871 et il va la conserver jusqu'à sa disparition en 1913. Et c'est vraiment cette période de l'annexion qui va constituer l'âge d'or de la manufacture. C'est sous le directorat de Paul de Geiger qu'on va voir se construire le casino, s'achever les cités, s'achever aussi la 4e usine, la friche industrielle actuellement. Et Paul de Geiger va aussi devoir faire face à un contexte inédit puisque maintenant il doit gérer une manufacture devenue allemande à cause de l'annexion. Donc un grand homme finalement, ce Paul de Geiger. Et ce musée évolue perpétuellement, en constante évolution. D'ailleurs, il y a un nouvel espace d'exposition qui se trouve en haut. On y va? Oui. Donc là, on se trouve dans le nouvel espace d'exposition qui est consacré à l'hygiène, mais ce n'était pas le cas avant. Non, effectivement, c'est une nouvelle salle qu'on a ouverte il y a quelques semaines. Donc avant, c'était notre salle d'exposition temporaire. On est là au 2e étage du musée et on a fait des travaux déjà depuis plusieurs mois. L'idée était en fait d'inverser les salles pour que la salle d'exposition temporaire, qui est maintenant au 1er étage, soit accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas avant. Alors on l'a dit tout à l'heure, un musée, ça bouge constamment. Ici, qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été supprimé? Alors on a tout changé ces derniers mois. On a fait des gros travaux de rénovation donc, au musée de la faïence pour présenter un nouveau parcours de visite, une partie sur l'histoire de la manufacture, mais aussi une partie thématique qui va présenter en fait la diversité de la production de Sarreguemines. Et le clou étant cette partie désormais consacrée à l'hygiène qui montre un petit peu les salles de bain et tous les objets qui aujourd'hui certains ont disparu, qui étaient utilisés à l'époque. Alors il y a une autre pièce dont on peut parler, c'est le jardin d'hiver. Et dernièrement, il a été restauré. C'était assez impressionnant. Oui, on mène une campagne de restauration d'année en année, de prévention aussi pour conserver ce patrimoine. Et la dernière campagne s'est achevée il y a quelques semaines. Et les restaurateurs, en fait, ont travaillé en public dans le cadre des Journées du patrimoine et ils ont ainsi pu échanger pour montrer un petit peu les coulisses de leur métier. Et en tout cas, le jardin d'hiver, c'est une pièce très importante du musée et on vous explique pourquoi en images. La pièce la plus précieuse des collections du musée de la faïence, sans hésitation, l'ensemble formé par son jardin d'hiver classé monument historique en 1979. Insoupçonnable de l'extérieur, le jardin d'hiver a été érigé entre 1880 et 1885 à la demande du directeur Paul de Geiger. Un espace baigné d'une lumière particulière qui nous plonge un bon siècle en arrière, à l'époque où Paul de Geiger recevait ses invités ou certains de ses clients les plus fortunés. Ces murs sont entièrement revêtus de faïence de Sarreguemines. Au centre, une fontaine monumentale en majolique, fontaine qui n'a au demeurant jamais vu d'eau. Avec les allégories de la terre et du feu, cette pièce se veut l'illustration du brillant savoir-faire de l'entreprise. Dans cette pièce, si l'on observe bien, il ne fait aucun doute qu'on est à Sarreguemines et nulle part ailleurs. Et pourtant, on n'a aucune vue sur l'extérieur. De part et d'autre de la fontaine, on reconnaît des vues de la rive droite de la Sarre comme le pavillon de Paul de Geiger. Dans ces médaillons, l'industriel rend hommage à ses prédécesseurs, Alexandre de Geiger et Paul Hutschneider.
Du sol au plafond, le jardin d'hiver regorge de symboliques et de détails que l'on pourrait décortiquer les uns après les autres, une visite des lieux étant fortement recommandée pour en faire le tour. Témoin du passé prestigieux de Sarreguemines, le jardin d'hiver a presque 140 ans. Il était temps que des restaurateurs s'attellent à sa remise en forme. Élément après élément, le jardin d'hiver sera bientôt comme neuf. Jean-Claude Cunat, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en charge de la culture ? Exactement, oui. Et alors avec vous, on va parler plus globalement du musée. Ma première question, ce serait quelle était sa vocation à l'origine ? Alors la vocation du musée, c'est plus de 200 ans d'histoire industrielle, 1790-2007, date de la fermeture de nos usines de production. Et la finalité d'un musée, c'est bien sûr ensuite la conservation de ce patrimoine et puis la narration autour de l'histoire de ce que furent ces années faïencières industrielles qui ont quand même fait la prospérité de la ville. Mais alors, c'est pas donné à toutes les villes d'avoir un musée. Comment ça s'est fait? Ça a été difficile? Est-ce que c'était important pour Sarreguemines de conserver ce patrimoine? Alors, il faut savoir qu'historiquement, le musée il est parti d'une poignée de personnes motivées. C'était une structure associative qui s'est penchée sur cette question-là et qui s'est dit, bon, on ne peut pas avoir ce patrimoine faïencier et ne pas le mettre en valeur et ne pas créer une structure. Donc, c'est parti notamment, je pense à Madame Pax, qui était une des premières initiatrices de ce musée. Et puis ensuite, il est devenu, avec le temps, il a évolué évidemment. Je pense à Émile Decker, qui était le conservateur précédent, pour devenir un musée municipal, puisque nous sommes un musée municipal à Sarreguemines. Et on peut peut-être aussi évoquer l'avenir. C'est quoi les projets, les ambitions pour ce musée ? Alors il y en a beaucoup. Comme vous le constatez, ici nous sommes dans un bel espace qui a d'ailleurs été rénové récemment, mais il a ses contraintes parce que nous sommes dans les anciens appartements de Paul de Geiger, qui était patron de la faïencerie, avec l'avantage que ça peut avoir, aussi l'inconvénient en termes d'ailleurs d'accessibilité, en termes de circulation dans les scénographies. Donc il y a un projet qui date déjà, mais qui va se concrétiser, on peut être optimiste, de transfert de ce beau musée de l'autre côté de la Sarre sur ce qui est actuellement une friche industrielle, qui était l'usine des faïenceries. Donc le déménagement finalement du musée dans un espace plus accessible. Plus accessible, avec un nouveau musée, avec de nouveaux objectifs aussi, parce qu'il y a le projet de créer, c'est une idée qui tient à cœur à notre maire, à notre équipe, c'est de créer concomitamment à la présentation des pièces aussi, une structure de création de céramique, un centre d'art céramique ou d'art faïencier, un petit peu en copiant nos amis de Meisenthal qui le font au niveau du site Verrier. Et un musée, ça vit, ça bouge, et il ne serait rien sans exposition et animation. Regardez. Tout au long de l'année, une exposition en chasse une autre au musée de la faïence. La plus grande est menée par le musée, un travail important de recherche qui fait partie de ses missions. Donc on a des collections de pièces que l'on doit renseigner, sur lesquelles on a une équipe de chercheurs qui travaillent tout au long de l'année. Et ces expositions, c'est pour nous aussi l'occasion de transmettre au public le fruit de nos recherches. Et on a également des expositions qui sont menées en partenariat avec deux associations de collectionneurs qui contribuent aussi à nos recherches, puisqu'on est en contact avec eux tout au long de l'année, et donc qui proposent chacun une exposition par an, donc ce qui vient en effet enrichir la programmation du musée. Donc ces deux associations, ce sont les Amis du musée et Sarreguemines Passion. Visiter le musée de la faïence, c'est aussi aller à la rencontre de certaines pièces. Autour des expositions, des animations spécifiques permettent de faire vivre les collections. On ne va jamais visiter le musée de la faïence une fois pour toutes. On se renouvelle pour inviter le public à revenir au musée, mais se renouveler, c'est aussi donner à voir la vie du musée, puisqu'en fait il se passe toujours quelque chose au musée. Voilà, c'est des travaux de recherche qui vont donner naissance à des expositions, et puis après ces expositions, on va créer plusieurs temps forts pour essayer de toucher aussi plusieurs personnes de façon différente, pour faire passer un petit peu le message de l'exposition différemment. Et puis l'objectif, c'est aussi que le musée il s'intègre dans la vie
vie de la ville, dans la vie du territoire. Un des grands temps forts ici, c'est la nuit des musées qui coïncide généralement avec l'ouverture de la grande exposition annuelle. Mais d'autres temps forts ponctuent l'année. Concerts, conférences, journées particulières comme les dimanches en famille. Il se passe toujours quelque chose au musée de la faïence. Que l'on soit petit ou grand, on n'a jamais fini de découvrir la fascinante histoire de la faïence de Sarreguemines. Je me trouve maintenant dans ce tout nouvel espace d'exposition temporaire et à côté de moi, elles sont en train de mettre en place les productions napoléoniennes. C'est le thème de la nouvelle exposition. Je vous invite bien sûr à aller la visiter, mais aussi à venir voir toutes les autres pièces. Il est certain que vous allez en apprendre encore plus. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Moi, je vais continuer ma petite visite et je vous dis à bientôt.